Salut! Mon problème avec Interstellar. Normalement, je ne fais pas de review pour les films, mais bon, pour une fois, je vais commencer à en faire une pour mettre ça à plat une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Déjà parce que l'appréciation d'un film est d'abord un ressenti. C'est comment vous le sentez, comment vous le prenez. Par exemple, si vous tapez un très médiocre film d'horreur, un très médiocre téléfilm avec des effets spéciaux pourris d'horreur quand vous avez 10 ans, pour vous, ce film va être traumatisant, va être un choc, va être angoissant, va vous filer des cauchemars et va rester une œuvre séminale. Alors que si vous tapez des années de films d'horreur avant et que vous tapez ce film-là après, vous trouverez que c'est de la merde et qu'il faut l'oublier et puis c'est tout. Donc, ça dépend de votre appréciation, de votre point de vue. Je vais bien évidemment énormément spoiler. Si vous n'avez pas vu ce film, ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'avez pas vu ce film, ne regardez pas cette vidéo. Je vais donc spoiler comme un porc, mais bon. À propos donc du visionnage de ce film, sachez que je ne me l'étais pas fait spoiler. Je n'avais vu que quelques bandes annonces qui ne spoilaient absolument pas le film. C'est suffisamment rare pour être souligné. À partir du moment où des avant-premières avaient été disponibles, je n'ai pas regardé sur internet, je n'ai pas cherché à me spoiler le film, donc je ne le suis pas spoilé, mais je n'en avais pas non plus des attentes déplacées. Je ne commençais pas à me dire que ça allait être le plus grand chef-d'œuvre du siècle, je n'avais pas des attentes démesurées vis-à-vis du film. J'avais vu la plupart des films du réalisateur Christopher Nolan. Il y en a certains que je trouve vraiment extraordinaires, des films comme Inception. J'adore Inception, vraiment, il n'y a rien à redire sur Inception de mon point de vue, qu'il est fabuleux. Après, il a fait des films un peu plus faibles que d'autres. Je m'attendais pas forcément à un film du niveau d'Inception, je m'attendais à un bon petit film. Donc je ne partais pas non plus avec des attentes démesurées. Troisième point, est-ce que j'étais de bonne humeur ou pas? Oui, j'étais de très bonne humeur en allant voir le film. Avant de voir le film, je me suis tapé deux petites bandes annonces, la bande annonce du 7e fils et la bande annonce d'un film français qui s'appelle Le Père Noël, sur un cambrioleur déguisé en Père Noël. Et bah, j'étais tellement de bonne humeur que les deux films m'ont paru très très sympathiques et que je me suis dit, ah bah, ça a l'air sympa comme tout. Ah, je suis de bonne humeur, je suis content. Ça a l'air cool. Donc j'étais vraiment open, dans très bonne disposition. Tout va bien. Avant de commencer à vous spoiler le film, j'aimerais vous expliquer ce qu'est un Deus Ex Machina, si vous ne savez pas ce que c'est. Je vous dirais bien de regarder sur internet, mais je trouve pas ça sympa. Un Deus Ex Machina, c'est dans les pièces antiques, grecques ou romaines. Il y avait des fois, on avait fait des intrigues tellement compliquées, on avait mis les personnages dans une situation tellement tordue qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Donc, comment on faisait pour les faire s'en sortir quand même? Eh ben, il y a des machines sur les scènes de théâtre pour faire apparaître des personnages, en les faisant sortir du sol, ou en les faisant apparaître par le ciel, avec des cordes, avec des poulies. Et on fait donc apparaître un dieu, Deus Ex Machina, dieu issu de la machine étant les poulies, compagnie du théâtre, et le dieu apparaissait et faisait paf, coup de baguette magique, je résous le problème, je résous l'intrigue, je te sauve. Attention, un Deus Ex Machina n'est pas forcément utilisé à la fin d'une intrigue, elle peut aussi être utilisée au début. Par exemple, si vous ne savez pas comment lancer vos personnages dans une intrigue, paf, on fait apparaître un dieu qui fait « Hop là, je te lance sur une quête, oh, vas-y ». Et avant d'aller voir, une semaine ou deux avant d'aller voir Interstellar, je me disais « Ah, ça fait longtemps, en fait, je serais incapable de dire dans quel truc récent j'ai vu un vrai gros Deus Ex Machina, parce que je vois plein de trucs avec des intrigues téléphonées, des intrigues prévisibles, ou des intrigues qu'on a déjà vues, mais vraiment le gros Deus Ex Machina de balle, il y a quand même un moment j'en ai pas vu. Qu'est-ce que j'aurais dû fermer ma gueule? Oh là là, qu'est-ce que j'aurais dû fermer ma gueule? Le film s'ouvre par une série de Deus Ex Machina grossiers. Ça s'ouvre sur paf, il y a des fantômes chez elle, paf, les fantômes te donnent la coordonnée d'une base spatiale, paf,
tu trouves la base spatiale et oh, tu arrives là, donc on te fait capitaine comme ça d'un seul coup de la navette spatiale qui va partir dans une journée, dans 2 jours, et il faut que tu montes dedans parce que c'est toi le capitaine alors que tu viens d'arriver. Quoi? Et pourquoi? Vous aviez pas de capitaine avant? Vous alliez lancer la navette spatiale sans capitaine? Sans entraînement? D'un point de vue crédibilité, c'était pire qu'énorme. Et donc, on avait trouvé la base spatiale, c'est les fantômes qui me l'ont dit. On te fait capitaine parce que c'est comme ça, et puis c'est tout, et parce que ça nous arrange. Aucune crédibilité scientifique, aucune logique. Merde, ça aurait coûté quoi de foutre une petite scène en disant on avait un capitaine, il vient de mourir dans un accident de voiture ou dans n'importe quoi, on ne peut pas louper la fenêtre de lancement, il nous faut un capitaine tout de suite, on ne sait pas trouver qui, et tu es la seule personne qualifiée, viens nous aider. Ça leur coûtait quoi, une petite réplique comme ça? Mais non, ils ne l'ont pas mise. Donc, pour moi, ça fait du gros Deus Ex Machina, le type, il se pointe, paf, Au niveau de troisième, c'est le trou de verre. Le type commence à se pointer par se dire ok, vous voulez lancer une navette spatiale dans l'espace pour aller dans d'autres systèmes solaires, vous avez trouvé un moyen de nous sortir du système solaire la durée de vie d'un être humain. Là, ils auraient pu faire des facilités scénaristiques en nous disant ouais, on a trouvé un truc, ouais, on a trouvé un bidule, un machin. Et les mecs nous disent c'est via un trou de verre. Ok. Le type fait vous avez trouvé la technologie pour faire un trou de verre. Les mecs leur fait non, nous non. Alors, on aurait pu dire ok, bon, le trou de verre il s'est formé et on l'a découvert. Non, non, les types soulignent que scientifiquement, ça ne peut pas se créer tout seul, faut le créer artificiellement. Ok, donc vous l'avez créé artificiellement. Non, non, c'est eux qui l'ont créé. Qui ça, eux? Bah, eux. Donc on vous balance littéralement à la gueule un Deus Ex Machina en disant clairement, bah c'est les dieux, voilà. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est tout. Est-ce qu'on va chercher à savoir qui c'est eux? Est-ce qu'on va... Merde, si on a des preuves manifestes, tangibles de l'existence de eux, s'il y a des eux qui me balancent des messages en morse pour me dire l'adresse d'une station spatiale ou qui me créent un trou de verre dans l'espace, est-ce que je vais pas me dire ah ok, bah, c'est peut-être des points scientifiques qui me permettent d'admettre que ça existe, donc je vais peut-être essayer de creuser la question? Non, on s'en bat les couilles, c'est juste des facilités scénaristiques à 2 balles. Et non, ça passait pas, ça passait pas, ça passait pas. De plus, et ben le coup du oh, je balance des messages à ma fille, enfin à la fille de Cooper. Vu les messages, vu comment c'était posé, je suis désolé, mais j'ai immédiatement compris que c'était Cooper qui lui envoyait des messages du futur. Oui, c'est pas... On me l'avait pas spoilé, c'est juste que c'était gros, mais gros, mais gros, mais énorme. Mais c'était impossible de ne pas passer à côté. Donc j'avais littéralement plus de 2 heures d'avance sur le film. Donc c'est peut-être parce que je suis trop vieux, parce que j'ai vu trop de films, parce que j'ai lu trop de livres, je ne sais pas. Là, c'est pas du détail scientifique, c'est du problème dramatique, narratif. C'est que non, votre retournement de situation, pour moi, n'était pas un retournement de situation, puisque pour moi, il était cousu d'énormes fils rouges. On ne pouvait pas le louper. C'était... non, c'était trop souligné au marqueur. Je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas croire que ça pouvait être quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait aucun indice comme quoi c'était des extraterrestres ou des dieux ou des ceci ou des cela. Bah non, ça me crevait les yeux que c'était ça. Et c'est triste. C'est triste. Parce que bah, d'un point de vue dramatique, pouf, tout tombait à plat. À partir du moment où le film part dans l'espace, ça allait. Je dirais que... Et en fait, il y a 80% du film d'Interstellar
que j'adore. 80% du film, vraiment. Vraiment, je trouve magnifique. Et même dans les 20% restants, les scènes en elles-mêmes, j'y trouve vraiment très réussies, très belles. C'est dans l'ensemble qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, pour moi. Et ce n'est pas du chipotage scientifique, c'est de la construction dramatique. Bon, ok, j'admets qu'il y a des conneries scientifiques qui me sautaient à la gueule avec une violence terrible, puisqu'il y a une grande partie du film qui est très rigoureux et très exact d'un point de vue scientifique. Donc, quand, au milieu d'énormément de choses bien appuyées pour que ce soit vrai, pour que ce soit juste, pour que ce soit exact, on nous balance une énorme connerie, mais une énorme... Ah, ça vous saute beaucoup plus violemment à la gueule que si vous regardez un film qui est tout plat, tout mou, avec pas vraiment de grosses rigueurs scientifiques, et donc voilà, bon, c'est des à peu près, on s'en branle. Mais là, vu qu'il y avait une grosse rigueur sur une grosse partie du film, quand ils nous sortent une énorme connerie, ça... Paf, aïe, non. Je suis désolé, le discours sur l'amour d'Anne Hathaway, ça passait pas du tout. On nous l'aurait sorti dans un autre film, ça aurait passé, mais là, ça passait pas. C'est pas l'actrice qui est en problème, hein. C'est juste le discours lui-même, dans la bouche du scientifique, dans les circonstances en question. Ça fonctionne pas. Ah non. Il y a beaucoup de blabla qui sont en trop et qui ne fonctionnent pas. Allez, tant que j'y suis dans les blabla. Toujours en vous spoilant, dans l'espace, ils retrouvent un des astronautes partis avant eux. Et on nous balance d'énormes, mais énormes indices comme quoi le type, il a pété les plombs et il va tenter de les tuer et il est dangereux. Mais c'est des poum. Vous avez vu, hein, mon indice, qu'il était subtil. On commence en nous montrant bien son robot qui est en pièces détachées et qui fait « Non, vous y touchez pas, surtout vous n'allez pas regarder dans sa mémoire. Vous allez surtout pas regarder dans sa mémoire. » C'est pas louche, tu sens pas le coup venir déjà. Non, tu le sens pas venir à des kilomètres. Et le type va dehors avec le héros. Et là, le mec commence en lui disant, l'astronaute qui restait tout seul, qui parle au héros, il lui fait « Ta famille te manque, eh ben, sois content, parce qu'au moment de mourir, il y a ton esprit qui va retrouver ta famille, et donc tu vas retrouver les tiens au moment de mourir. » Le type commence par lui dire ça. Et après, on a 10 minutes de blabla pseudo-philosophique de merde qui revient au même et qui revient à nous balancer en néon clignotant. Le type est dangereux, le type va tenter de te tuer, le type est dangereux, le type est fou allié, le type va tenter de te tuer, le type est dangereux, le type va tenter de te tuer pendant 10 minutes. C'est bon, on a compris, c'était pas subtil du tout. Franchement, j'aurais préféré que la scène soit muette avec de la musique derrière en exploration balade à travers la lande des étoiles. Mais là, le blabla incessant de merde, parce que c'est même pas du truc intéressant, c'est juste de la pseudo-philo de merde, non. Et surtout parce que c'est de la philo qui revient à dire « Ce type va essayer de te tuer, ce type va essayer de te tuer, ce type va essayer de te tuer, ce type a pété les plombs, il va essayer de te tuer. » C'est bon, on a compris. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le film qui sont pas subtiles. Il y a une citation, un extrait de poème, j'avais l'impression qu'il nous le répétait 15 fois pendant le film. J'ai rien contre ce poème, je le trouve vachement bien, mais c'est comme n'importe quoi, c'est utilisé avec parcimonie, avec subtilité. C'est-à-dire on nous le balance une fois, peut-être éventuellement deux, hein, pour bien appuyer le propos, mais nous le ressortir 12 fois, c'est franchement lourd. Et voilà, et donc c'est au bout de 12 fois, c'est pas émouvant, c'est pas touchant, c'est pas profond, c'est juste lourd. C'est pas la même chose.
Donc, je précise encore une fois que j'aime 80% du film, mais les 20% restants m'ont posé problème. Quand je suis arrivé à la toute fin du film, bon, inutile de vous dire que le coup du trou noir, il a eu beaucoup de mal à passer. Hein. C'est resté là. En fait, c'est même pire que ça. Quand le personnage se retrouve dans le trou noir et qu'il utilise le siège éjectable, j'ai littéralement hurlé de rire dans la salle. Parce que c'est du niveau CM2 ce que c'est qu'un trou noir quand même. C'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même et qui crée un champ de gravitation si puissant que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ok ? C'est de la pression, 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 au point que le temps lui-même est déformé. Et d'ailleurs, on en parle dans le film, que la pression gravitationnelle est tellement puissante que ça déforme le temps aux alentours. Donc, si on utilise un siège éjectable dans un trou noir, c'est la mort instantanée. C'est même pas la mort lente, c'est même pas la mort très rapide, c'est instantané. C'est boîte de conserve en même pas un clin d'œil. Vous êtes réduit à rien. Et qu'on vienne pas me sortir une connerie du genre, mais tu sais pas ce qu'il y a au fond d'un trou noir. Mais j'ai envie de vous dire, d'un point de vue scientifique, on ne sait pas ce qu'il y a forcément dans les grands fonds marins, qui sont très profonds sous l'océan. Mais je sais quand même que je ne peux pas respirer de l'eau, hein, que je ne pourrais pas respirer si je suis en dessous, et je sais aussi que la pression est tellement puissante que si je n'ai pas des moyens techniques pour m'en protéger, je serais aussi tué. Bah oui, c'est de la base. Je sais peut-être pas ce qu'il y a au fond des fonds marins, mais je sais quand même que je respire pas sous l'eau et qu'il y a de la pression. Bah c'est à peu près la même chose. Donc leur histoire du trou noir, en fait, à quoi ça me fait penser ? Bah, ça me fait penser qu'autrefois, on pensait que quand on passait le mur du son, avant qu'on passe le mur du son, on pensait que si un jour on passait le mur du son, il y avait un monstre derrière, un espèce de dragon qui se jetait sur vous, qui vous taillait en pièces, qui vous déchiquetait, qui vous bouffait la gueule. Un dragon, vous savez, un gros monstre. Si, sans rire. Aujourd'hui, on passe le mur du son tous les jours et vous trouvez ça franchement ridicule. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, pourtant, c'est exactement le même genre de conneries qu'on nous sort vis-à-vis des trous noirs. C'est, je passe le trou noir et paf ! Je me retrouve dans le monde merveilleux d'Oz. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a un tornade qui passe chez moi, je vais passer dessus, je vais m'envoler et je vais me retrouver au merveilleux pays du magicien d'Oz. En vous précisant que d'un point de vue scientifique, il est vachement plus crédible que vous vous retrouviez au pays du magicien d'Oz, que en chevauchant une tornade, que vous vous retrouviez vivant, tout connement, en passant à travers un trou noir. Si, je vous assure, d'un point de vue scientifique, il y a des gens qui sont emportés par une tornade et qui survivent sans une égratignure et qui se retrouvent à des kilomètres de chez eux. Donc oui, d'un point de vue scientifique, le magicien d'Oz est plus crédible que Interstellar, c'est quand même très très fort. Pendant tout le film, le héros nous dit je veux retrouver ma fille, 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 je vais être avec ma fille, je veux retrouver ma fille, je veux retrouver ma fille, je veux retrouver ma fille, je vais être avec ma fille, je veux retrouver ma fille, je veux retrouver ma fille, je vais être avec ma fille. C'est bon, on a compris, arrête de nous casser les couilles. Ok ? Apprenez à être subtil. À la fin du film, il se retrouve dans une station spatiale. On le balade 2 minutes, on lui passe devant un hangar à vaisseau, on lui file une grange qui est en fait un musée reconstitution de sa vieille maison. À quoi ça sert cette scène ? J'en sais foutre rien. Voilà, il est dans sa reconstitution de son ancienne maison qui est devenue un musée, ouais, super, ok. Et votre fille, elle s'est foutue en cryogénie pour pouvoir vous voir parce qu'elle n'avait pas perdu l'espoir de vous revoir un jour, donc elle s'est foutue en cryogénie extrêmement vieille parce qu'elle était sûre de pouvoir vous revoir, donc elle aussi elle voulait vous voir, 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 elle voulait... C'est bon, on a compris ? Ok ? Donc, ça a monté jusque-là, en théorie, leur retrouvaille. C'est supposé être le point culminant du film. Paf, il rentre dans sa chambre. Ah, salut, ça va ? Ah, non, je suis mourante. Ah, bon, bah, ça va. Ah, bah, tu vois, je t'ai pas abandonné. Ah, je savais que tu m'avais pas abandonné. Ah, c'est cool, j'ai gardé ta montre. Tiens, gardé ma montre, c'est sympa. Alors, salut, au revoir. C'est tout.
la scène des retrouvailles dure moins longtemps que le temps qu'il passe dans sa grange musée. Il reste même pas avec elle jusqu'au bout, il lui tient pas la main, il passe pas une nuit avec elle, il passe pas une journée avec elle, il reste pas avec elle le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Après tout ce qui nous a cassé les couilles pour retrouver sa fille, c'est bonjour, bonsoir. Mais merde, mais moi quand je rends visite à mes parents, je reste plus longtemps avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Après tout ce qu'on nous a cassé les couilles, c'est tout. Et pire, la salle est remplie des enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants de la nana, et le mec se retourne pas pour dire « Ah bah salut, je suis votre grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment ça va? Je vous ai jamais connu. C'est quoi votre prénom? » Non, non, rien à foutre. Rien à foutre. Ils se cassent. Ils s'en branlent. Il même pas, je sais pas, une mini-scène de 10 secondes, de 30 secondes, qu'on les montre se serrer la main, discuter, même sans coupant le son. Non, rien à foutre. Après tout ce qu'on nous a cassé les couilles sur la famille, qui voulait revenir vers sa famille et tout ça, et que la famille c'était le plus important. Quoi? Et le type, il va prendre un vaisseau spatial dans le hangar devant lequel il était passé, et il repart dans l'espace. La scène était très prévisible en elle-même. On a vu le type passer devant les hangars, on l'a vu regarder dans les hangars, on savait qu'il allait finir par prendre un vaisseau et se casser. C'était prévisible. Donc ce n'est pas qu'on l'a pas vu venir, ce n'est pas qu'on ne comprend pas. Je déteste l'argument qui dit si vous l'avez pas aimé, c'est que vous l'avez pas compris. C'est faux. Régulièrement, il y a des tas de gens qui aiment des choses qu'ils ne comprennent pas. Vous écoutez une chanson à la radio, vous n'en comprenez pas les paroles, vous l'aimez quand même. Il y a des tas de films, des films de David Lynch par exemple, que vous pouvez adorer sans les comprendre, parce que vous les ressentez. Le plus important dans un film, c'est pas de le comprendre, c'est le ressenti, c'est le fonctionnement dramatique de l'intrigue. Il y a plein de gens qui comprennent pas tous les mots dans une pièce de Shakespeare ou tous les dialogues ou les trucs comme ça. Mais est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ok? Donc, je reviens à cette fin. J'aurais vu la scène en extrait. La scène fonctionne très bien. La scène est très très bien. Il n'y a pas de problème avec la scène. Le montage... moi j'avoue que j'ai juste un tout petit problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'on montre la station spatiale vue de l'extérieur, ce qui m'aurait paru vraiment beaucoup plus logique d'un point de vue dramatique. Le mec se réveillait à l'intérieur, on ne montrait jamais de plan d'extérieur du truc. Normalement, la construction dramatique de ça devait être que le plan final, ça devait être le type qui partait dans son vaisseau spatial et montrer la station en arrière-plan pour montrer l'humanité qui s'était arrachée à la Terre et qui prenait la conquête des étoiles. Ça devait être ça le plan final, ça montait à ça. Donc ne pas avoir mis ce plan, ça manque. Mais bon, la scène en elle-même ne me pose pas de problème en tant qu'extrait. Il y a plusieurs scènes comme ça, il y a plusieurs choses qui posent problème dans le film qui sont comme ça, qui sont en tant que telles, en tant qu'extrait, il n'y a pas de souci avec. En tant qu'extrait, je peux vous décortiquer la scène sans problème, je peux vous donner sa logique, c'est que le mec, il a plus sa place parmi les hommes, sa place est parmi les étoiles, c'est un explorateur, et sa vraie place, c'est d'explorer les étoiles. Et j'ai aucun problème avec ça. Et de même, on lui disait, il faut que tu retrouves la nana. Donc, oui, il faut qu'il retrouve la nana qu'il aimait, qu'ils sont tombés amoureux, mais ils avaient des obligations l'un et l'autre, ils ne pouvaient pas être ensemble parce que des obligations envers l'humanité, envers sa famille, ou elle envers une personne dont elle était amoureuse avant et qu'elle n'était pas sûre si cette personne était morte ou pas, et qu'il fallait qu'elle en ait le cœur net avant de pouvoir passer à autre chose. Il fallait que chacun résolve leur truc avant de pouvoir se retrouver éventuellement, et donc partir et pouvoir se retrouver. Donc tout ça, j'ai aucun problème avec. Le problème, c'est que c'est incohérent avec le reste du film. Bah oui,
Déjà parce que l'histoire d'amour dont je viens de vous parler, elle n'est absolument pas mise en place. Ils ne sont pas montrés comme amoureux. Et quand même, le type va affronter le vide intersidéral pour la retrouver en abandonnant sa fille, en abandonnant l'humanité. C'est quand même, devrait y avoir un tout petit truc entre eux. Il aurait fallu foutre une petite subtilité dans le film, une ou deux scènes où on les fout en train de se tourner autour. Et ça y est pas. Hein, et c'est quand même merde. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, explorateur spatial. Donc on aurait dû montrer le mec comme ayant sa place parmi les étoiles, comme ayant sa place dans l'explorateur. Or, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans le film, le personnage n'est pas montré comme un explorateur spatial. Et non. Et ça m'a fait chier. C'est que je me suis tapé beaucoup d'autres films, des films comme Apollo 13, comme Gravity, comme Silent Running, 2001 l'Odyssée de l'espace, Star Trek de Robert Wise. Je me suis tapé énormément de films dans le genre. Et dans la plupart de ces films, il y a un effet « oh putain » et un effet exploration spatiale. Le côté « oh putain », c'est déjà, on se retrouve face à la navette spatiale, on est censé être « oh putain », on se retrouve dans l'espace, on est censé être « oh putain, je suis dans l'espace, c'est le rêve de ma vie », parce que le type était supposé être un pilote d'essai, mais pas un astronaute. Donc, quand il se retrouve dans l'espace, il est supposé être « oh putain, je quitte enfin la Terre, je jouis, je suis dans l'espace, c'est le rêve de ma vie ». Ça y est pas. Ça n'y est pas, vous pouvez vous retaper le film. Hein, le type est supposé regarder la Terre en arrière, en disant « oh mon Dieu, la Terre, regarde, c'est beau et tout ». Ça y est pas non plus. Le type est supposé regarder les étoiles avec des yeux. Oh, putain, je suis dans l'espace, je suis à côté de Saturne, je suis face à un trou de verre, face à un phénomène physique qui était jusque-là théorique. Et... non, on s'en branle. Le type n'est pas un explorateur. Il n'est pas montré comme un explorateur. Quand il se retrouve dans les autres planètes, il n'est pas supposé être curieux, il n'est pas supposé les explorer. C'est rien, c'est le lapin. Il n'est pas montré comme un explorateur. Quand il est sur les autres planètes, quand il part ailleurs, il n'est pas montré en faisant de l'exploration. Il n'est pas là pour ça de toute façon. Il est là pour récupérer les données collectées par les types passés avant eux. Il est là pour retrouver les types passés avant eux et récupérer leurs données. C'est tout. Il n'est pas là pour explorer lui-même. Bah si. C'est ça tout le film. C'est ça qui m'a fait chier d'ailleurs un petit peu quand même. C'est que le type, non, on n'explore pas. Il y a plus d'exploration spatiale dans un Alien que dans Interstellar. Il n'y a pas de « oh, regarde, oh, telle chose est différente, oh, regarde, les prélèvements, oh, regarde... » Non, c'est on va récupérer les données, on va récupérer les données, on va récupérer les données. Allez, 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 ou pas de course, plus vite. Mais je fais de l'exploration spatiale, moi. Bref, je reviens au problème de base que je soulevais de base, c'est que le type, sa place parmi les étoiles, ce n'était pas montré avant. Donc la scène est incohérente avec le précédent. Mais la scène en elle-même ne me posait pas de problème. Mais j'avais eu comme je vous l'ai dit, j'aimais 80% du film, et il y a 20% qui pose problème. Et là, au moment de cette scène finale, j'ai mis le doigt sur le problème et j'ai dit, mon impression, sur laquelle je mettais le doigt enfin, l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait à la base un très bon scénario original, qui devait être écrit avec un scientifique, qui devait être rigoureux, qui devait être précis, détaillé et tout, et que ce scénario original, il s'était amusé à couper des trucs et en rajouter, rajouter des scènes émotions entre le père et sa fille, la scène du début, les trucs comme ça, qui n'étaient pas dans le scénario, ou le trou noir final, ou des trucs qui n'étaient pas dans le scénario original et qui sont du n'importe quoi scientifique et qu'un scientifique n'aurait jamais validé, et qui d'un point de vue dramatique, surtout au-delà du n'importe quoi scientifique, qui d'un point de vue dramatique est un peu incohérent, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui ne collent pas avec d'autres. Pour moi, il y a là le problème. Et c'était ça le problème sur lequel je mettais le doigt. Donc j'avais cette impression violente. Pourtant, le générique de fin est arrivé, et le générique de fin est marqué scénario signé des frères Nolan. Pas scénario original réécrit par... Non, scénario original des frères Nolan. Donc, fallait croire que j'avais tort. Mais je sortais du film et j'avais cette impression
tenace, qui voulait pas me lâcher. Je l'avais vraiment. Je me disais, merde, comment ça se fait? Mais je l'avais. C'est comme ça que j'ai ressenti. Et donc, j'ai été sur internet et je vais creuser la question de 2 minutes. Parce que quand même, j'ai pas voulu me spoiler le film avant. Donc j'avais pas creusé trop les. Je le savais pas avant. Et en fait, à la base, il y avait un scénario original d'un des frères Nolan qu'il avait proposé à Spielberg, qui avait été développé. Et ce scénario a effectivement été réécrit. Je n'ai pas lu le scénario original, on m'en a résumé des grandes lignes, et d'un seul coup, il y a d'autres problèmes qui étaient dans le film qui m'ont sauté à la gueule. Là, on va revenir au tout début du film. Au tout début du film, on nous présente les personnages pratiquement sans technologie. On ne les voit pas regarder la télé, on ne les voit pas écouter la radio, on ne les voit pas un téléphone à la main. Il y a même une ligne de dialogue où on dit qu'ils n'ont plus certaines technologies telles l'IRM. Donc on nous montre un monde sans technologie, parce qu'il y a des choses plus importantes. Okay, et d'un seul coup, au milieu de ça, ils voient passer un drone, et paf, ils se mettent à la course du drone, ils se mettent à la poursuite du drone, et il sort un ordinateur de son cul, et depuis l'ordinateur qu'il a sorti de son cul, paf, il arrive à pirater le drone, comme ça, il a un ordinateur capable de pirater un drone, dans son cul. La scène en elle-même, en tant qu'extrait, est excellente, elle est dynamique, elle est bien réalisée, elle est chouette, mais putain, ça sort d'où? Et ça ne mène nulle part. Pourquoi est-ce qu'ils font la chasse au drone? D'où ça vient? À quoi ça sert? Ça mène à où? Rien. Donc on partait déjà dans un truc qui était bancal. Dans le scénario original, cette scène y était. Elle y était parce que le héros était récupérateur de technologie. À peu près comme le personnage de Mark Wahlberg dans Transformers 4. Le problème, c'est que Transformers 4 est sorti entre-temps, et qu'ils se sont dit « Oh putain, on va pas copier Transformers 4, c'est la honte. » Je vois pas pourquoi Transformers 4, c'est très bien. Moi, j'aime bien Transformers 4. Et j'ai même pas honte de le dire, je vous emmerde. Et dans le scénario original, donc, le héros chassait ce drone et récupérait d'autres choses tombées du ciel, comme ce drone. Oui, ça allait quelque part, c'était pas gratuit. Une scène gratuite, c'est une scène qui sert à rien, que vous pouvez la couper et vous comprenez le film exactement de la même manière. Ça ne sert pas ni à présenter les personnages, ni à présenter des éléments d'intrigue. C'est une scène qui sert à rien, d'où une scène gratuite. Donc, je reviens à cette histoire de technologie et de drone. Dans le scénario original, donc, on nous présentait cette chasse aux drones pour nous montrer que le personnage récupérait ce genre de technologie pour les réparer et les bricoler. Et un peu plus tard, il tombait sur une sonde tombée de l'espace. Une sorte de sonde spatiale très abîmée par sa rentrée dans l'atmosphère, très, très amochée, et qu'il avait beaucoup de mal à en sortir des données. Et de cette sonde, il arrivait à trouver l'adresse de la base spatiale secrète. Et oui, c'était pas des fantômes qui lui filaient. Il trouvait ça en décortiquant une sonde spatiale tombée du ciel. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui vous paraît le plus logique et le plus cohérent, honnêtement, entre je récupère une sonde spatiale et dedans je trouve l'adresse de la base qu'il a lancée, d'une base spatiale, ou c'est des fantômes qui me l'ont donné en morse? Honnêtement. Vous allez me dire, oui, mais à la fin, le type, il est supposé balancer les secrets de l'univers, un moyen technique pour échapper à la gravité. Certes. Vous avouerez que dans le film fini, c'est très tiré par les cheveux, ce truc-là. On est déjà dans des scènes très tirées par les cheveux, donc on a tendance à faire, on n'est plus à ça près. Vous m'expliquerez comment on peut programmer un code dans une montre basique. On peut pas. C'est complètement con. Si c'était une montre digitale, je veux bien, éventuellement. Hein, mais une montre basique,
C'est complètement con. C'était même pas ce qui m'avait choqué le plus dans cette scène-là, d'ailleurs. Allez, je fais une petite aparté sur cette scène-là. À la fin du film, il y a un gros suspense, une scène trop longue de suspense, où dans le présent, il y a le fils du héros qui a une femme et des enfants qui sont en train de mourir. Il y a sa fille qui fait bon bah faut les emmener avec nous, s'ils restent ici ils vont mourir. Et il y a le fils qui fait non, je suis un vieux fermier plouc, pas question que vous ne les emmenez pas, si vous cherchez à les emmener je vous colle mon poing dans la gueule. Bah. C'était subtile caricature des deux versants de l'humanité à travers les deux enfants du héros, hein. La fille qui est scientifique curieuse, le fils qui est paysan rural. Subtil. Bref, passons. Là, comme elle veut sauver la femme et les enfants de son frère, et qu'elle ne peut pas lui faire entendre raison, parce qu'elle lui a dit clairement, mais s'ils restent ici, ils meurent, il faut que je les emmène, parce que sinon ils vont mourir. Tu as déjà vu pas mal de gens mourir à cause de l'atmosphère toxique ici, donc je dois les emmener, sinon ils meurent. Non, je veux pas le savoir. Bah. Le type est tellement buté qu'elle doit aller foutre le feu à son champ pour détourner son attention, qu'il aille s'occuper du feu de son champ, et qu'elle puisse emmener la femme et les enfants pendant qu'il a le dos tourné. Et toute la scène est un terrible suspense à coup de « Oh mon Dieu, vite, dépêche-toi, sinon il va revenir. Vite, dépêche-toi, sinon il va revenir. Vite, dépêche-toi, sinon il va revenir. » Et à la fin de cette scène, le mec revient avant qu'il soit parti. Donc, vous vous souvenez de la description que je viens de faire du mec? Vous vous souvenez qu'on vient de nous sortir une longue scène de suspense à grands coups de vite, dépêche-toi, sinon il va revenir. S'il revient, il va nous péter la gueule parce qu'il n'est pas question que on sauve sa femme et ses enfants parce que s'il est trop buté, il est trop con. Ah, vite, dépêche-toi, sinon il va revenir parce que sinon il va nous péter la gueule parce qu'il nous laissera pas partir avec parce que sinon il est trop buté, il est trop con. Ok? Toute la scène était basée là-dessus, quoi. Le type revient, la sœur sort de la maison, elle se jette dans ses bras, elle lui fait « Oh, notre papounet, il nous a envoyé un message depuis l'espace en faisant du morse à travers sa montre, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Vive les bisounours !» Je suis le seul qui s'attendait à ce que le frère lui prenne la montre des mains, qu'il regarde la montre, qu'il la jette par terre et qu'il écrase du talon en disant « Non mais... c'est bon, il est parti dans l'espace, il reviendra plus, faut que tu redescendes un petit peu, arrête de fumer de la bœuf. » Je suis le seul qui s'attendait à ça, à le voir piétiner la montre en lui disant « Mais redescends sur Terre !» Le coup du... Oh putain. Bref. Je reviens à mon histoire de sonde spatiale. Eh bien, à la base, le fameux code, le fameux message avec le système antigravité, il était dans la sonde, qu'il leur a fallu des années pour arriver à décrypter et ouvrir, parce que bon, bah, c'était quand même bien abîmé, la récupération des données, c'est pas fait en un coup de baguette magique. Et surtout, à cause d'un paradoxe temporel qui là fonctionnait vachement mieux, c'est que dans le scénario original, ils ont dit que en passant à travers un trou noir, on pouvait théoriquement remonter le temps. On ne survivrait pas au voyage, mais on pouvait remonter le temps. Donc dans le scénario original, un des astronautes, pas le héros, mais un des astronautes, prend un des vaisseaux avec la sonde, avec toutes les données, la boîte noire, qui contiennent toutes les informations qu'ils ont collectées, et il va passer à travers le trou noir pour remonter le temps et pouvoir délivrer le message sur Terre, mais il meurt en traversant le trou noir. Parce que la pression est trop énorme, parce qu'il ne peut pas survivre à un trou noir, mais
les données réussissent quand même à arriver sur Terre grâce à son sacrifice. Même s'il faudra des années pour les décrypter, elles arrivent sur Terre. On arrive au bon vieux paradoxe, c'est que s'ils avaient réussi à les décrypter, ils ne seraient jamais partis. Et ils n'auraient jamais pu les envoyer. Et ça fonctionnait bien. C'était en fait, la fille décryptait la fameuse boîte noire restée en arrière, et il découvrait le truc antigravité qui permettait à l'humanité de quitter la Terre. Et non pas, on lui envoyait ça à travers du morse à travers la montre. Voilà. C'est pas un petit détail selon moi. Je trouve que ça fonctionnait beaucoup mieux. Le scénario original, je ne vais pas non plus vous dire, d'après ce qu'on m'en a dit, je ne l'ai pas lu, hein, mais d'après ce qu'on m'en a dit, il y avait pas mal de trucs à réécrire quand même, il ne fonctionnait pas parfaitement non plus. Mais il y a quand même... Et ils ont rajouté... Tenez, parmi les choses qu'ils ont rajoutées, changées du scénario original par rapport au film, et qui ne m'avait pas choqué en voyant le film, et qui à la réflexion, je me dis, mais en fait c'est complètement con. Dans le scénario original, il n'y avait qu'une seule planète habitable possible, au-delà du trou de verre. Dans le film, il y en a 3. Il y a 3 possibilités. Et on vous explique bien qu'ils ne pourront pas les faire toutes les 3. Qu'il faudrait qu'ils les fassent en priorité certaines et qu'ils étudient celles qui sont les plus possibles, mais qu'ils ne pourront pas les faire toutes les 3 de toute façon. D'accord ? On vous balance ça, on vous dit, il y a 3 possibilités de planètes. Et sur ces 3 possibilités, il y en a une qui est juste à côté d'un trou noir, au point que le temps est distordu. Au point que le temps est distordu. C'est une planète qui est supposée recevoir l'humanité pour l'avenir lointain de l'humanité. Pas l'avenir à court terme, pas pour 15 jours, mais pour l'avenir de l'humanité. Le truc est juste à côté d'un trou noir et est en train de se faire absorber par le trou noir. Si le temps est déformé, c'est parce qu'il est pris dans le champ gravitationnel et qu'il est en train de que sous peu il va se faire absorber par le trou noir. Bah oui. C'est comme si vous me disiez, il faut que je choisisse 3 maisons, entre 3 maisons pour installer ma famille. Il y en a une qui est au bord de la falaise, qui a des cailloux qui sont en train de se barrer des fondations et qui pour s'effondrer dans la falaise. Je vais prendre celle qui est au bord de la falaise en premier. Il n'y a rien qui vous choque dans l'énoncé. D'un point de vue logique, s'ils avaient le choix entre 3 planètes, celle à côté du trou noir, ça aurait dû être celle sur laquelle ils auraient dû aller en dernier. Pas en premier, en dernier. Pas parce que c'est la moins viable. Et c'est celle qu'ils font en premier. Et ils perdent 20 ans à cause de cette planète. Je ne vais pas non plus m'étaler sur les rigueurs scientifiques du côté je suis dans la planète, le temps s'écoule, mais je sors de la planète et je suis juste à côté, ça le fait plus. On va pas pinailler, mais juste, est-ce que ça serait la planète sur laquelle vous installeriez l'humanité ? Bah non. Ça serait la dernière planète. Dans le scénario original, c'était la seule planète. C'était la seule possibilité. Bref, même si j'ai aimé 80% du film, que j'ai adoré plus de 80% du film Interstellar, il reste quand même qu'il y a des points dans le film, des couacs, qui font que ça m'a vraiment posé des soucis irréconciliables. Le fait est que je suis quelqu'un qui adore revoir des films et que je n'ai pas envie de revoir Interstellar. C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Certains osent me sortir des horreurs du genre si tu n'aimes pas un film, si tu ne l'as pas compris. Non, c'est faux. On peut aimer un film sans le comprendre et ce n'est pas parce qu'on comprend un film qu'on l'aime. Et le fait est que ce que je reprocherais à un film comme Interstellar, c'est que je l'ai trop bien compris. Parce que j'ai vu venir énormément de choses à des kilomètres
sans me l'être fait spoiler avant, juste parce que, à cause de la construction dramatique, parce que je les voyais venir, parce que c'était énorme, et que ce que j'attends d'un film sur l'exploration spatiale, ce qui malheureusement n'est pas Interstellar, puisque dans Interstellar, ils n'explorent pas, ils vont récupérer les données d'explorateurs. Ce que j'attends d'un film sur l'exploration spatiale, qu'un film comme 2001, ou d'autres films comme du même genre, c'est au fond que je ne comprenne pas, ou que les humains, que les personnages ne comprennent pas. Ce que j'attends, ce que j'aime dans ce genre de film, c'est qu'on se trouve confronté à des choses qui nous dépassent, qu'on se trouve confronté à des phénomènes qu'on ne comprend pas, qu'on se trouve confronté à l'inconnu. Je veux qu'on ait l'impression d'être tout petit face à l'univers, qu'on ait l'impression d'être un bébé, un enfant, un fœtus par rapport à l'immensité de tout ce qu'on ignore dans l'univers. Or, ce n'est pas ça du tout dans Interstellar. Interstellar, je le comparerais plus à Mission to Mars, avec des raccourcis à 2 balles. Le problème, c'est qu'au lieu d'être les yeux tournés vers les étoiles, d'être les yeux tournés vers l'inconnu, vers tout ce qui nous reste à apprendre, à découvrir, à explorer, ce qu'aurait dû être ce film, non, on est à se regarder le nombril. Oui, parce que la morale du film n'est pas... On a des millions de choses à découvrir, des millions de choses à apprendre, des millions de choses qui nous dépassent, ce que devrait être un film sur la conquête spatiale. On devrait être avec des yeux grands ouverts, des yeux tournés vers les étoiles, des yeux qui sont pleins d'émerveillement, pleins de mystères, pleins de choses à apprendre, à voir, à découvrir. Non, ce n'est pas ce que fait le film se regarde le nombril. Pourquoi ? Parce que qui a envoyé le message qui les a fait partir ? C'est le héros. Il est suggéré extrêmement fort que le trou de verre, c'est le héros dans un futur plus lointain qui va évoluer ou ceci ou cela et qui va lui-même créer le trou de verre pour se permettre à lui-même de passer, de quitter notre système solaire. Donc en fait, on réduit l'univers, on réduit les étoiles aux personnages tout seuls. C'est plus... Regarde tout ce qu'il y a dans l'univers qui nous dépasse, regarde tout ce qu'il y a dans l'univers. À la fin de 2001, Odyssée de l'espace, blow our minds, nous explose la tête parce qu'il y a tant de choses qui nous dépassent. Ici, c'est le contraire. Ici, on renvoie le mec dans la chambre de sa fille. Le mec, on le renvoie chez lui. Il y a rien à voir dans l'univers. Rentre dans ta grange. Il y a rien dans l'univers qui va te permettre de dépasser, qui va te permettre... Non, c'est ton nombril, c'est toi tout seul. Il n'y a pas d'autres créatures vivantes qui nous dépassent dans les étoiles. Non. Même sur Terre, on imagine que les lapins, les baleines, les insectes, ça n'existe pas. Il n'y a que l'humanité qui existe. Au lieu de nous ouvrir la tête, nous ouvrir les yeux, on se regarde le nombril. C'est au lieu de se dire « Ah putain, regarde tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à découvrir. Regarde l'avenir qui nous ouvre les bras. Regarde l'humanité qui s'envole vers les étoiles. » Parce que je vous dis, on nous a coupé cette scène finale, ce plan sur le vaisseau qui sortait et qui montrait la colonie spatiale. On ne la montre jamais, cette colonie spatiale. On montre juste l'intérieur, juste pour montrer le type qui va dans sa grange. Mais on montre jamais la colonie spatiale dans les étoiles. On montre jamais l'humanité qui s'est arrachée à la Terre. Non, on s'en fout. Donc, non, ça... C'est triste, parce que ce film ne m'a pas fait rêver. Il ne m'a pas inspiré. Il m'a fait face-palmer. Pendant tout le film, j'étais... Oh putain! Oh putain! J'étais comme ça pendant une grande majorité du film. C'est triste. C'est les Deus Ex Machina du début. Oh putain! Oh putain! Le trou noir. Oh putain! Le discours sur l'amour. Oh putain! Le mec qui va le buter, qu'on le voit venir à des kilomètres. Oh putain, mais c'est bon, on a compris qu'il allait le buter.
Le poème qui revient 50 fois dedans. Ouais, c'est bon, on a compris, oh putain. Et jamais de... Oh, putain. Non. Jamais d'ouverture sur l'avenir, d'ouverture sur les étoiles. Donc non, ce film ne m'a pas fait rêver. Ce film ne l'a pas fait pour moi. Et c'est con, parce que je suis extrêmement client de ce genre de film. Parce qu'il y a 80% du film qui est, d'un point de vue réalisation, à tout point de vue technique, qui est fabuleux. Mais le produit fini, bah c'est plus que 80% du film, malheureusement. Et bah non, ça le fait pas au final. Ça le fait pas. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment... Il y avait pratiquement tout. Et ils nous l'ont torpillé. Et bah non. Bah ça le fait pas pour moi. Et c'est pas une question de tu l'as pas compris. Si, j'ai compris. Si, c'est bon. Je suis pas complètement con. On nous le souligne suffisamment marqueur pour qu'on comprenne tout. C'est même lourd. Non, c'est juste que, est-ce que dramatiquement, est-ce que ça te fait vibrer? Moi, il y a énorme, je suis très bon client. Il y a énormément de trucs qui me font vibrer. Je me retape. Encore une fois, je me retape régulièrement des films et des séries. Et des fois, on me traite de con à avoir peur au même endroit alors que j'avais vu le film 10 fois. Mais non, ça fonctionne toujours. Et je pense que je me retaperai Interstellar plusieurs fois, je serai toujours à me face-palmer la gueule en me disant putain, mais c'est gros, putain, c'est lourd. Donc non, ça fonctionne pas. Et c'est pas une question de pinaillage scientifique, c'est une question d'intensité dramatique. Et cette vidéo est interminable. Donc je vais m'arrêter là. Bonne nuit.